Abel, merci d'être là. Enfin, d'être là, tu es partout ce week-end, Abel. Mais pour cet instant, en tout cas, voilà, il s'agit de ta conférence. Voilà, j'avais envie juste de dire 2-3 mots concernant Abel. Avec Abel, on s'est rencontrés donc il y a près de 2 ans maintenant, et devinez un petit peu les premiers mots qu'on a échangés. Je vous le donne en mille. Tu t'en rappelles? Non. Ouais, c'était je te demande pardon. C'est beau, hein? On le fait pas exprès, mais c'est comme ça. C'était dans un cercle de pardon. C'était sur un festival où j'animais. Il y avait des ateliers. J'animais un cercle de pardon. Et puis je me suis retrouvé face à Abel que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'on s'est dit, je te demande pardon. Le principe du cercle de pardon. Rien d'autre. Oui. Alors c'est vrai que je me suis dit à la fin d'un cercle de pardon, pour ceux qui connaissent, souvent il y a des hugs parce que ça fait du bien de revenir là sur terre et de se prendre vraiment dans les bras. Il y a eu un hug et puis Abel m'a confié qu'il s'était formé à l'animation des cercles de pardon. Ah, j'ai dit là, oh surprise quoi. Et puis dans ce même festival, il y a eu le soir même un concert d'Abel. Et Puja qui est pas encore là, mais enfin elle est là, mais elle est pas encore dans la salle, je crois. Et si j'avais été surpris de ce monsieur à la barbe blanche là, dans le cercle de pardon, je peux vous dire j'ai été sacrément surpris le soir même avec le concert qu'il nous a proposé. Mais ça on y aura droit demain. Enfin, vous le verrez, puis vous vous en doutez sûrement, parce que vous commencez à le connaître un petit peu maintenant. Alors, c'est vrai que ce week-end-là, je me suis dit, mais si un jour on fait ces fameuses journées du pardon, si on les organise, Abel, on ne pourra pas passer à côté de lui, c'est évident. Et on ne passera pas à côté de lui, du coup, durant tout le week-end, parce que je le disais tout à l'heure, il est sur tous les fronts. Alors ouais, Abel, c'est quelqu'un de très surprenant. Moi, je suis toujours... enfin, j'arrêterai les louanges après, hein, parce que ça fait beaucoup. Mais j'y peux rien, c'est une réalité. On va avoir plein d'attentes, là. C'est ça, on fait monter la pression, là. Voilà, donc demain soir, ils nous feront voyager dans un univers extraordinaire. Voilà, on verra ça demain soir. Et pour l'instant, Abel va nous faire voyager. Tu vas nous faire voyager, tout simplement, au travers de mon histoire. Je vais vous raconter des histoires. Donc Abel, à toi, merci beaucoup. Bienvenue. C'est québécois, ça, bienvenue. J'ai habité là-bas 2 ans. Je vais... Pardon? Quoi, hop? Tu m'entends pas? Zut alors. Allô, et là, tu m'entends? Mieux? Faut monter le son ou quoi? Il n'est pas assez fort le son pour le fond. Si, ça va? Je peux parler normalement maintenant? Bon. Donc, je vais partager mon chemin. J'ai aucune idée de ce que je vais raconter. Parce que je prépare jamais rien. Pourquoi je prépare rien? Ben, c'est simple. Parce qu'il y a une intelligence extraordinaire qui nous habite tous. Une intelligence vraiment magique qui sait bien mieux que moi qu'est-ce qu'il faut dire. Qui a l'art de dire toujours des choses au moment approprié. Et donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit parce que si je l'invite à parler, ça parle, ça dit des choses. Et moi, en même temps que vous, je découvre. Et c'est magique à chaque fois. Parce que des fois, ça a l'art de faire des tours et des détours, puis à un moment donné, pouf, c'est comme un puzzle, quoi. Puis je dis, wow, j'aurais jamais pu faire aussi bien, quoi. Et c'est pour ça que je prépare pas. Parce que c'est la tête qui prépare. Et puis quand ça prépare, c'est parce que ça a peur de rater quelque chose ou de pas dire quelque chose. Alors que cette intelligence-là, elle s'en fiche si je rate quelque chose ou si je dis pas quelque chose. C'est pas bien important, quoi. Et cette intelligence, elle nous habite tous. Et il suffit de voir comment ça marche l'intérieur, le corps. Comment ça se fait qu'on voit. Vous avez déjà étudié ça? Comment on fait pour voir? Il y a un nombre de processus phénoménaux qui se passent à l'insu de nous, quoi. Ça se fait tout seul. C'est extraordinaire, toute la mécanique de la vision. Mais il y a la même mécanique pour l'audition, pour le fait de digérer,
pour le fait de parler, pour le fait de se mouvoir. Le cerveau, on a un cerveau, on n'utilise même pas, il paraît, 10%. Donc si on imaginait, si on utilisait 100%, qu'est-ce qu'elle ferait, cette intelligence? Et cette intelligence-là, elle est là, on en profite. On en profite pour parler, on en profite pour faire des tas de trucs, on en profite pour penser à des tas de trucs, on en profite pour avoir des idées arrêtées aussi, pour avoir des jugements, toutes sortes de trucs. Tout nous est permis avec cette intelligence-là. Elle nous est disponible et on en fait ce que bon nous semble. Et cette intelligence-là, ben c'est très concret, quoi. C'est très pratique. Elle est tout le temps là, 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 tout le temps là. C'est elle qui fait qu'on respire. C'est une chance, hein, parce que si ça dépendait de nous, de notre petit moi, on serait déjà tous morts d'avoir oublié de respirer. Ça, c'est sûr, hein. Parce qu'on n'est pas trop présent des fois. Hein. Enfin, souvent, on n'est pas trop présent. Hein. Donc, comment je l'ai rencontré, cette intelligence? Enfin, consciemment. Hein. Parce que je l'avais rencontré, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Mais consciemment, je l'ai rencontré comme ça. Je faisais beaucoup de stops. J'avais pas de voiture. J'ai eu ma première voiture à 32 ans. Et moi, je travaillais en ski. Je faisais des saisons. Je passais tout l'hiver sur les skis. J'enseignais, je formais, je faisais plein de trucs. Et puis après, je partais en vadrouille. Et comme je travaillais en ski, mais sans avoir de diplôme, j'ai pas passé de diplôme pour être enseignant en ski, ni pour être formateur en ski, ni pour être entraîneur. J'ai passé aucun diplôme. Mais j'ai quand même enseigné, j'ai quand même travaillé pour des brevets d'État et tout, en ski. Et donc après, je gagnais pas grand-chose et je partais en vadrouille, en stop. Donc j'ai passé beaucoup d'heures à attendre au bord des routes. Parce que quand tu es un homme grand, costaud, il y a beaucoup moins de monde qui s'arrête. Hein. Donc j'ai attendu régulièrement 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, une fois 6 heures à attendre. Mais bon, je m'en fichais, moi. De toute façon, ça marchait tout le temps. J'arrivais toujours à un endroit où je voulais aller et j'étais pas plus pressé que ça, quoi. De toute façon, j'avais pas le choix. Alors. Si je voulais voyager, c'était comme ça. Mais bon, j'ai voyagé partout en France. J'ai été jusqu'en Yougoslavie, au Portugal. Et je voyageais pas léger. Hein. Parce que l'hiver, je voyageais avec 2 paires de skis, un sac à dos avec toutes mes affaires, un sac à dos avec mes chaussures devant, plus ma guitare. Et je faisais du stop. Et une fois, j'ai eu cette pensée qui m'est venue comme ça. Si vraiment il y a une grande intelligence qui sait tout et qui voit tout, cette grande intelligence, elle sait qui c'est qui peut m'emmener rapidement de tel endroit à tel endroit. J'ai eu juste ce raisonnement tout simple comme ça. Je me suis dit, bon, je vais lui demander. Et je me suis dit, je vais prendre la première idée qui vient. Je vais demander à quelle heure je dois partir pour aller de tel endroit à tel endroit et je vais prendre la première idée qui vient. Je devais aller à Paris, j'étais à Grenoble, il y a 550 km. À quelle heure je dois aller faire du stop à tel endroit pour aller rapidement à Paris? 11h15. Bon. J'y suis allé à 11h parce que je me suis dit des fois qu'il soit d'avance l'autre. À 11h15, il y a une voiture qui s'arrête. Voum, direct à Paris. J'étais trop content. Alors au retour, j'ai fait pareil. À quelle heure je dois y aller? Porte d'Orléans, 10h10. Bon, j'ai été à 10h, pareil. Parce que je me dis toujours des fois qu'il soit d'avance. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Toujours 10 minutes, un quart d'heure d'avance, parce que je me disais toujours des fois qu'il soit d'avance. Ma foi était quand même un peu limitée. Bon. Toujours est-il qu'à 10h10, une voiture s'arrête, paf, 4h30 j'ai mis cette fois-là. 1 heure de moins. Même avec ma voiture, j'aurais pas été aussi vite. À partir de là, j'ai plus jamais attendu. Plus jamais. Je demandais, première idée qui venait, j'y allais, poum, à chaque fois, direct. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais fait des milliers de kilomètres en stop, j'avais fait vraiment beaucoup de stop pendant des années, donc j'avais appris plein de règles. Il ne faut pas faire du stop, une sortie d'autoroute, parce qu'une petite sortie d'autoroute, sinon tu galères pendant des heures. Il ne faut pas s'arrêter sur les stations-service au milieu des autoroutes, sinon c'est une vraie galère pour repartir. Il ne faut pas faire du stop dans certains départements, parce qu'il y a certains départements, personne ne te prend. Il ne faut pas faire du stop à tel endroit, dans telle situation. J'avais plein de règles. Et à partir du moment où j'ai écouté, et j'ai demandé et j'ai écouté cette intelligence, ça m'a mis dans toutes les situations qui soi-disant ne marchaient pas. Mais ça marchait.
J'étais même pas descendu de la voiture que je repartais. Même dans les situations qui normalement ne fonctionnent pas. Et même dans les départements où d'habitude ça marche pas. Ça a toujours fonctionné. J'ai plus jamais attendu. Une fois, quand il y a eu la grève qu'ils ont bloqué les stations essence. Il y a plus. Moi, je savais pas qu'ils avaient bloqué les stations essence. Donc, je devais aller de Saint-Raphaël à Genève. Ben, ça fait un bail, hein. Ça fait une sacrée route, quoi, en passant par l'autoroute, par Lyon, tu vois. On descend à l'autoroute, au courant de rien, de ce qui se passait. On arrive sur l'autoroute. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Il n'y avait pas de voiture, pas de camion, rien. Je dis, c'est quoi ce bazar? 5 minutes, pas une voiture. Je dis, bah dis donc. Et je dis, c'est mort, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On va pas pouvoir aller à Genève, on va jamais y arriver. En plus, en une seule étape, à Genève, c'est quasi impossible depuis Saint-Raphaël, quoi. Alors moi, j'ai douté, là. Puis je me suis dit, non, ça va pas marcher. Parce que j'avais fait le même processus. J'étais pas tout seul cette fois. J'avais dit, moi, j'ai fait ça plein de fois. On me demande à quelle heure on y va. Et hop, on a fait ça. Donc on y va. On arrive, il y avait personne. Je me suis dit, zut. Et moi, j'ai complètement douté. Et elle me dit, non, ça va marcher. Et ben, à 10h, on est parti. À 6h30 le soir, on était à Genève. Il passait personne, mais on a été quand même à Genève. C'est assez impressionnant. Donc moi, c'est comme ça que j'ai appris. Bien sûr, à partir du moment où j'ai commencé à faire cette expérience, j'ai fait ça. J'ai demandé et j'ai écouté en permanence pour toutes les choses importantes, quoi. Quand je devais trouver un travail ou quand je devais trouver une maison, chaque fois, j'ai fonctionné comme ça, quoi. Et cette intelligence, elle répond tout le temps. Tout le temps, elle répond. À partir du moment où tu demandes, elle répond, inévitablement. Bon, après, j'ai appris. Parce qu'au départ, je faisais ça dans des situations où j'avais pas d'enjeu, quoi. C'est pas bien grave, hein, si j'attends 1 heure, bon, c'est pas grave. Mais après, j'ai commencé à faire ça dans des situations où il y a de l'enjeu. Et quand il y a de l'enjeu, c'est beaucoup moins évident d'entendre. Parce qu'il y a un intérêt, quoi. Ça veut ci, ça veut pas ça. Et du coup, j'ai eu plein d'apprentissages avec cette intelligence parce que des fois, j'écoutais pas vraiment. Une fois, j'habitais en montagne, dans la Drôme, avec une compagne, et je devais aller faire des papiers à Grenoble. Donc c'est 80 km, 1 heure de voiture. Et puis juste avant, on se dispute. Enfin, elle était très fâchée pour un truc, je sais pas quoi, puis ça m'énervait. Moi, je voulais partir, j'avais mes papiers à faire, je devais aller faire des papiers dans la ville. Et puis je pars sur cette histoire, j'étais fâché, je monte dans la voiture, et là, cette intelligence-là, elle me met dans la tête une image où je vois ma compagne sur le balcon qui me fait signe. Et moi, je réponds à cette intelligence. Il est hors de question que j'aille là-bas me réconcilier. Elle m'a trop énervé, je m'en vais. Bon, je pars. Au bout d'une demi-heure. Oh merde, j'ai oublié les papiers. Du coup, j'ai refait une demi-heure. Et après, et j'ai tout de suite capté, parce que cette intelligence, elle est fine. Elle aurait pu me montrer mes papiers. Mais non. Elle m'a pas montré mes papiers, c'était trop simple, quoi. Elle m'a montré ma copine. Mais comme j'étais fâché, j'ai dit non, il est hors de question que j'aille. Et alors je capte tout ça. Dans la seconde où je me rappelle que j'ai oublié mes papiers, je capte tout ça. Là, je vous raconte ça, ça prend plusieurs secondes, mais sur le moment, j'ai tout capté comme ça. Et j'ai tout de suite capté que j'entends cette petite voix qui me dit, tu vois, quand tu es en colère, t'écoutes pas. C'était pour que je conscientise que c'était important d'écouter tout le temps. Pas juste quand je suis dispo, quoi. Aussi quand je suis en colère. Ou aussi quand je suis pas en forme ou quoi. Parce que c'est toujours pertinent. Toujours pertinent. Et ça fait des choses incroyables, quoi. Ça m'arrivait d'enseigner en Espagne, enfin de travailler en Espagne, je faisais de l'accompagnement, je faisais des formations de thérapeute. Puis des fois, c'est important de dire quand quelqu'un vit quelque chose, si le mot juste sort, il y a quelque chose de très important qui se passe quand le mot juste est dit sur ce qui se vit. Puis il y a quelqu'un qui était à 2 doigts de trouver le mot juste, mais qui tournait autour. Et moi, je dis un mot en espagnol. Et puis d'un seul coup, ça fait un effet bœuf, parce que c'était vraiment le mot. Et je me tourne vers la traductrice, je dis, qu'est-ce que je viens de dire? Alors elle me regarde comme ça, elle me dit, mais t'as parlé espagnol? Je dis, je sais bien que j'ai parlé espagnol, mais je sais pas ce que j'ai dit. Mais comment tu sais pas ce que t'as dit? Tu as parlé espagnol. Je dis, oui, mais je connais pas le mot, ça m'est venu. Alors je l'ai dit, mais je sais pas ce que ça veut dire. Alors elle était super étonnée. Parce que cette intelligence-là, elle peut faire ça.
Elle peut te faire comprendre un truc que dans une langue que tu comprends pas du tout, ou elle peut te faire dire des trucs dans une langue que tu connais pas du tout. Ça arrive. Ça m'est arrivé en tout cas. Bon, j'ai des tonnes et des tonnes d'histoires à raconter avec cette intelligence. Et moi, dans mon parcours, j'ai pas eu un parcours facile quand j'étais jeune, parce que je suis arrivé dans une famille où j'étais pas du tout attendu. Ma mère était mineure, mon père mineur, donc il était pas responsable. Il avait perdu son propre père, donc c'était son frère aîné qui était le responsable de la famille. Ma mère, c'était pareil, elle n'était pas responsable parce qu'elle était mineure, donc c'était sa mère, ses parents qui étaient responsables. Et quand ils ont su qu'elle était enceinte, ils sont allés voir la famille de mon père, et le frère aîné, il a dit qu'il voulait rien savoir parce que la famille de ma mère, elle n'était pas d'un milieu assez riche. Et du coup, il a dit qu'il voulait rien savoir. Et donc, je suis arrivé dans cet espace où c'était très, très mal vu pour une mère à cette époque-là d'être fille-mère. Donc, on m'a filé chez la grand-mère pendant 1 an. Et j'ai pas vu ma mère. Et au bout d'1 an, je suis revenu. Et pour qu'elle trouve, le but, c'était qu'elle trouve quelqu'un qui l'épouse avec un enfant. Il fallait qu'elle se case, quoi. Donc, elle a pris le premier qui a accepté cette situation. Mais bon, je vous dis pas, c'est pas l'amour qui a guidé. Hein. Donc après, qui c'est qui a payé les pots cassés? Moi-même. Voilà, parce que tout était de ma faute, bien sûr. Et ouais. Ils étaient mariés à cause de moi, alors qu'elle l'aimaient pas. Donc c'était ma faute. Donc j'ai pas eu une enfance facile parce que j'ai pris plein de coups. Et puis, bon, enfin, plein de choses, voilà. Et à 15 ans, mon meilleur ami, qui était comme mon frère, il a été tué par un camion. Moi, je travaillais en ski à ce moment-là, j'avais commencé à travailler en ski, j'entraînais des gamins. Et donc, j'étais dans la station, c'était un mercredi, et lui, il faisait une sortie avec son père, et il me dit, tu viens? Je dis, non, moi, je travaille avec les jeunes de la station, je les fais skier. Et pendant que j'étais sur les skis en haut, lui, en bas, il s'est fait tuer par un camion. Et ça a été un choc terrible pour moi, parce que c'était le seul être avec qui j'étais vraiment en lien, quoi. C'était comme mon frère, parce qu'avec mes frères et sœurs, j'avais pas autant de liens. Avec lui, j'étais tout le temps, je faisais du vélo tout le temps, on était en ski ensemble, on faisait tout le temps plein de trucs ensemble, quoi. Et pour moi, ça a été un choc, et je me suis retrouvé à l'enterrement, et je me suis retrouvé dans la famille, parce que je faisais comme partie de la famille, quoi, avec tout le monde qui venait dire condoléances. Et moi, j'ai pas pleuré. Parce que j'étais devenu un homme à 15 ans. J'ai pas pleuré, hein, pas un pet. Hein, mais je vous dis pas après le temps que ça m'a pris, hein, parce il a fallu les pleurer. Toute la tristesse qu'il y avait à l'intérieur, ça m'a pris des années et des années. Hein. Donc j'ai fait tout un travail thérapeutique, j'ai fait des formations, beaucoup de formations. Je suis parti au Québec et j'ai fait des formations pour accompagner autour de la renaissance, la vie intra-utérine, la naissance, tout ça. Donc je connais bien tout ce qui est thérapie, tout ce monde-là. Et puis en même temps, parallèlement, j'ai fait tout un chemin de connaissances où j'ai rencontré un maître, puis j'ai commencé à entendre tout ce que racontent tous les enseignements de la non-dualité, des Védas, des Upanishads, etc., tout ce qui est raconté par les maîtres en Inde et au Népal ou dans ces pays-là où la connaissance n'a jamais été perdue. Ça fait depuis des milliers et des milliers d'années que ça se transmet de maître à disciple en permanence. Ça s'est jamais perdu, cette connaissance. Et la première fois que j'ai été en Inde, j'ai été assez étonné parce que moi, je connaissais le Christ et Bouddha. Et je suis allé au Sri Aurobindo, non pas au Sri Aurobindo, non pas Auroville, non celui qui fait du yoga là, Shivananda Ashram. Il y a une pièce à Shivananda Ashram qui est pas très grande où depuis 80 ans maintenant, on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Depuis 80 ans, ça s'est jamais arrêté. Jour et nuit, il y a quelqu'un qui chante ce mantra-là. Et il y a un relais, depuis 80 ans, il y a un relais dans cette pièce. Donc moi, je vais dans cette pièce, et là, j'arrive dans cette pièce, il y avait 100 tableaux de maîtres. Et je reconnais le Christ et Bouddha, et les 98 autres, je ne sais pas qui c'était. Je me dis, ah, ça c'est l'Inde, ça. Moi, je connais les Christ et Bouddha, et en fait, il y en a des tas d'autres, je n'étais même pas au courant. Le pire, c'est que je reviens 3 ans après,
Il y en avait 100 autres. Il n'y avait plus le Christ, il n'y avait plus Bouddha, et tous ceux qui étaient là au début, ils n'y étaient plus, il y en avait 100 autres. Je dis, waouh, c'est incroyable. J'écoute un moine qui racontait comment il avait appris le sanskrit. Puis à un moment donné, il dit, vous savez quel est l'éveillé français le plus réputé en Inde? On était 50, hein, un groupe de Français. Tout le monde qui dit des tas d'idées. Vous en avez sûrement? Qui est l'éveillé le français le plus connu en Inde? Mathieu Ricard? Arnaud Desjardins? Hein? Gurdjieff? Il est suisse, hein? Ou allemand, je ne sais plus. La mer? Ouais. Ben non, aucun de tout cela. Ni ceux qui étaient avant. Hein. Frère Laurent de la Résurrection, vous en avez entendu parler, vous? Eh bien, en Inde, ils connaissent Frère Laurent de la Résurrection. Il n'y a jamais un Français... Il n'y a pas un Français qui en avait entendu parler, jamais. Alors, je me suis intéressé, qu'est-ce qu'il avait fait cet homme-là? Il était dans un monastère, il était cuisinier, il était inculte. Comme il était inculte, il n'avait pas le droit d'aller aux vêpres, il n'avait pas le droit d'aller à la messe. Pour vous dire, c'était vraiment le sous-fifre du sous-fifre. Hein. Donc, au sein de l'église, il était rien. Mais, lui, il parlait à Dieu dans ses légumes, et partout, dans ses casseroles, dans l'eau, et il parlait à Dieu tout le temps. Dans ses carottes, il voyait Dieu, il leur parlait. Il parlait à Dieu dans ses carottes, il parlait dans ses patates, il parlait à Dieu dans ses couteaux, dans ses cuillères. Il parlait tout le temps à Dieu. Il voyait Dieu partout, et il parlait à Dieu partout. Et à la fin de sa vie, il a écrit des lettres à quelques personnes. Ces lettres-là, ça fait un petit livre qui s'appelle la pratique de la présence de Dieu. Et ce livre-là, en Inde, il est traduit dans toutes les langues de l'Inde, 25. Tout le monde connaît Frère Laurent de la Résurrection. Les maîtres, ils reconnaissent que c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, qui était éveillé à la réalité de Dieu, et il n'y a pas un Français qui le connaît. Je ne sais pas sur quoi je suis parti, mais là... Bon, enfin, passons. C'est comme ça. Donc, entre le monde de la thérapie et le monde spirituel, j'ai fait tout un chemin, et je me suis rendu compte que l'un sans l'autre, ça ne pouvait pas marcher. Beaucoup de gens font un chemin thérapeutique, mais sans tout ce chemin de connaissance de soi, et qui amène à connaître ce qui existe derrière l'apparence des choses. Et du coup, au bout d'un moment, la thérapie, ça se prend des murs, quoi. Parce qu'il y a un moment donné où, si tu continues à t'identifier à tout ce qui se passe, t'en sors pas, quoi. Et de l'autre côté, j'ai vu des tas de gens qui faisaient un chemin spirituel, mais qui s'intéressaient surtout pas à tout ce qui était thérapie, machin, tous ces trucs-là. Et puis qui, tout en étant des êtres qui faisaient tout un chemin spirituel, ils continuaient à pratiquer des trucs qui sont vraiment pas évolués, quoi. Le jugement, toutes sortes d'affaires. Et puis qui pataugent dans des trucs où tu te rends compte qu'il y a plein de vieilles blessures, mais ils prennent pas le temps de regarder ça en face, quoi. Donc je me suis rendu compte que l'un sans l'autre, ça pouvait pas fonctionner. Et petit à petit, comme je vous ai dit, je vous ai pas dit à vous, je l'ai dit hier aux autres. Depuis toujours, moi, je cherche à comprendre comment ça fonctionne la vie, quoi. J'ai toujours été, je voulais comprendre comment ça fonctionne. Je comprenais pas pourquoi à l'école on nous apprenait des tas de trucs que pour moi, je trouvais que ça servait à rien, quoi. Et je comprenais pas pourquoi le plus important, la vie, comment ça fonctionne. Personne te dit ça. Les émotions, le mental, tout, rien, personne t'explique. Les relations, rien n'est expliqué. Enfin, peut-être maintenant que ça commence à bouger, il y a des parents qui commencent à partager des choses, mais moi, à mon époque, rien. Chez moi, c'était le non-dit total, quoi. Dès que ça touchait un truc un peu, hop, on faisait comme si ça n'existait pas. Ouais, c'était pas évident, hein. Donc moi, j'ai pas eu le choix. Avec la mort de mon copain, ça m'a tellement bouleversé, plus tout ce que je traînais comme casserole. Et ce qui m'a fait beaucoup avancer, c'est que je faisais du ski. Et sur les skis, j'étais libre. C'est le seul endroit, c'était le premier maître que la vie m'a donné, c'est le ski. Au ski, j'étais libre, j'étais moi-même. J'avais aucun concept de quoi que ce soit, j'étais totalement libre. En ski, j'ai appris tout seul à skier, et dès que je voyais quelqu'un qui skiait d'une façon qui me plaisait, hop, je l'imitais. Après, j'en voyais un autre, je trouvais que c'était beau sa façon de skier, hop, je l'imitais. Et j'ai appris comme ça, à force d'imiter les uns et les autres, j'avais une capacité à
à faire avec mes skis, un peu tout ce que je voyais. Et plus tard, dès que j'ai fait un cours et que le formateur m'a dit fais ci, fais ça, aussi sec j'arrivais. Donc je me suis retrouvé propulsé enseignant tout de suite. En fait, j'ai commencé à enseigner le ski à 12 ans. Mais bon. Parce que je suis tombé dans une marmite de potions pédagogiques quand j'étais petit. C'est comme Obélix, sauf que pour moi, c'est la pédagogie, quoi. Je suis super doué pour enseigner des tas de trucs. C'est bon, j'ai rien fait, j'ai pas fait exprès. Hein. C'est tout seul, ça se faisait, quoi. J'avais un don pour ça. Et donc, je me suis retrouvé à enseigner très rapidement. Et le ski, j'étais libre. Sauf que quand j'avais fini la journée de ski, je redescendais dans la vallée, je reprenais toutes mes casseroles. Et j'étais pas du tout libre. Je voyais bien qu'il y avait une différence, quoi. Que les gens, quand ils me voyaient sur les skis, ils m'encensaient, ils m'appelaient l'Apollon des neiges. Parce que je skiais bien, mais aussi parce que j'avais toute une aisance, il y avait une facilité à parler aux gens. Puis les gens me disaient, c'est quand même incroyable, tu parles aux gens, tu parles pas de la même façon à chaque personne. À chaque personne, tu as une façon de parler particulière, adaptée à la personne, qui fait que tu arrives à te faire comprendre. C'est assez incroyable. Les gens, et moi, ils me disaient des trucs que j'ai tombé des nues, quoi. Je ne voyais pas ça. D'ailleurs, je voyais pas grand-chose quand je skiais. J'étais tellement passionné. Une fois, à la fin de la journée, ils sont tous à me dire, t'as vu, cette fille-là, elle te suit depuis ce matin. Non, j'ai rien vu. Moi, j'étais focalisé sur l'enseignement et tout ce qui se passait autour. Donc, les filles qui regardaient ce que je faisais, je n'ai jamais vu. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit dans un salon, il faut que tu ouvres les yeux quand tu chantes, parce que moi, je chante les yeux fermés. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime et elle t'attend. Depuis, j'ai un peu ouvert les yeux, mais j'ai rien vu. Hein. Bon. Et donc le ski, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, quoi. Je me suis bien rendu compte que sur les skis, j'étais moi-même, puis qu'ailleurs, j'étais pas du tout moi-même, quoi. Mais cette prise de conscience fait que je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir que j'avance un peu, quoi. À un moment donné, il m'est venu qu'il faudrait que je sois dans la vie comme je suis sur les skis. C'est là où j'ai commencé tout un travail, quoi. Mais avant, il y a quelque chose qui s'est passé en ski. C'est que, comme je connaissais parfaitement bien la technique, la physique du ski, comment ça fonctionne au niveau physique. Enfin, pas ce qu'on apprend à l'école de ski, mais ce qu'on apprend dans d'autres sphères où on apprend la mécanique des skis, comme les effets ski-neige, comment ça marche, l'équilibre par rapport à la pente, tous ces trucs-là. Donc j'avais une grande connaissance de l'aspect mécanique, physique du ski. J'avais une capacité très facile à partager ça, à faire en sorte que tout le monde pouvait comprendre. Et puis il y a un jour, donc j'avais souvent des étudiants de toutes sortes de nationalités, parce que je travaillais avec l'école de ski de Grenoble, l'école de ski de l'université, et il y avait un jour, il y a un Vietnamien, il me dit « Abel !» Non, c'est pas Abel, mais bon, c'est pas grave, je reviendrai plus. J'ai dit une bêtise. Je m'appelais pas Abel au début. Mais bon, ça prend une histoire qui fait 10 minutes, alors je vais pas... Et il me dit « Écoute, je comprends bien tout ce que tu me dis, mais entre ma tête et mes pieds, c'est plein de parasites. Alors, j'arrive pas à faire ce que je comprends. » Et moi, ça m'a fait un tilt énorme. Je dis, waouh, il faut plus que je parle à la tête des gens. Il faut que je parle aux pieds des gens. Donc, j'ai compris ça et je me suis mis à inventer plein de mises en situation, d'exercices et de jeux. Et moi, dans mon univers, le but, c'était que les gens captent de l'intérieur ce qu'avant j'expliquais par des mots. Donc, je me suis mis à enseigner d'une façon particulière le ski, dans le sens où, quand je skiais avec les gens, ils faisaient du ski, ils faisaient toutes sortes de façons de skier, sauf normalement. Les gens d'habitude, normalement, ils skient avec 2 bâtons et 2 skis. Ben moi, je faisais tout sauf ça. J'ai inventé plein de mises en situation, plein de jeux, et je dormais avec un carnet, même, parce qu'en pleine nuit, quand je rencontrais des situations délicates, je me disais, tiens, c'est quoi le truc? Et puis, hop, il me venait une idée, et hop, je partais là-dessus, et j'ai inventé plein de jeux, comme ça, de mise en situation, pour que les gens captent de l'intérieur. Et j'ai remarqué aussi que quand on jouait, eh ben, les gens apprenaient plus vite. Et je me suis rendu compte... J'ai retrouvé comment ça se fait que les enfants apprenaient si vite le ski. Et je me suis dit, alors du coup, j'ai mis en œuvre les choses pour que les adultes puissent apprendre aussi vite que les enfants. Et c'était quoi le truc? Fallait pas qu'ils pensent. Si je les empêchais de penser,
En une journée, ils apprenaient aussi vite que des enfants. Alors, je faisais des cours hyper intenses, très, très intenses. Ça s'arrêtait jamais. Toujours quelque chose, un jeu, une mise en situation, une focalisation sur quelque chose. Aucun répit. Tout sauf ce qui est normalement. Pour que le corps découvre tout ça. Et j'étais devenu vachement doué là-dessus. Je me débrouillais vraiment bien. Et un des derniers cours que j'ai fait, j'avais 14 étudiants de 14 nationalités différentes. Et c'était la fin de saison. On s'en va. Il y avait il y a des endroits, sur les routes, il y avait plus de neige, tout ça. Il y avait un peu encore dans les champs, au pied des pistes. Alors on s'en va avec les skis sur l'épaule, on marchait avec les chaussures. Pas comme ça, hein, c'était avec les chaussures. Et on arrive sur la neige, on met les skis, et avant même qu'on mette les skis, il y a un noir qui venait d'Afrique, il se met à quatre pattes. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'ai peur. Je dis, mais t'as peur de quoi? Des peurs de tomber. Mais debout sur les pieds? Oui, ça glisse. Dis donc, je suis censé leur apprendre le ski, et lui, il est à quatre pattes. Ça va pas être rapide, hein. Alors, je l'ai accompagné pour qu'il se mette debout, pour qu'il se rende compte qu'il pouvait tenir debout sans tomber. Et puis après, on a commencé à marcher tout doucement. Je l'ai appris à marcher sur la neige, avec les skis, avec les pieds, quoi, pour se rendre compte qu'il pouvait faire un pas sans tomber. Au début, je lui tenais la main, puis après, il a commencé à marcher sans que je lui tienne la main. Et comme on était parti là-dessus, et puis que je pouvais pas faire grand-chose, du coup, j'ai enlevé les skis à tout le monde, et puis je dis, on va apprendre à skier sans les skis. En fin de saison, la neige, elle est toute dure. Alors, ça glisse. Alors, j'ai commencé à aller un peu dans la pente, et puis, hop, on va glisser avec les chaussures. Et hop, on a commencé à glisser comme ça. Et j'ai commencé à faire glisser les gens sur de plus en plus longues pentes. Puis après, j'ai dit, allez à gauche. Et sans rien dire, hein. Les gens avec les chaussures, ils allaient à gauche, hop, ils allaient à droite. Je leur disais, j'ai rien expliqué, hein. On va à gauche, hop, on va à droite. Et pendant 1 heure, je les ai fait skier comme ça sur les skis. Puis après, on a mis les skis. J'ai dit, maintenant, vous faites la même chose avec les skis. Pareil. Et à la fin de la journée, tout le groupe, y compris cet Africain, on descendait la piste bleue, donc on prenait le télésiège. En début d'après-midi, on a commencé, on prenait le télésiège, on descendait la piste. À la fin de la journée, tout le monde skiait ski parallèle, en faisant des grands virages. On a fait la piste bleue 10 fois. Le lendemain, je retourne. Je dis, comme hier, on a pris le télésiège, vous avez fait ça 10 fois, on fait un échauffement, et puis après, on va sur la piste bleue. Oui, mais comment on fait pour tourner? Je dis, comme hier. Oui, mais je ne sais pas faire. Je dis, si, tu sais faire. Non, je ne sais pas faire. Si, tu sais faire. Non, je ne sais pas faire. Si, tu sais faire, tu l'as fait hier. Donc ton corps, il sait faire. Tu as fait 10 fois la piste. Et tu as tourné à droite et à gauche. Donc tu sais faire. Non, je ne sais pas faire. Je dis, si, ton corps, il sait. Oui, mais moi, je n'ai pas compris. Ah, tu veux comprendre? Alors, je lui ai dit, ok, tu as 2 solutions. Soit tu me fais confiance, et moi, à la fin de la semaine, je peux t'assurer que tu descends toutes les pistes de la station. C'est aux Deux Alpes. Hein. Les pistes noires aux Deux Alpes, c'est des vrais noirs. Hein. Avec plein de bosses et de glace et tout. Et je t'ai dit, à la fin de la semaine, tu skis toutes les pistes. Soit tu veux comprendre, mais dans ce cas-là, je ne te garde pas, tu t'en vas avec l'autre là-bas, parce que lui, il va t'expliquer tout ce que tu as envie de comprendre. Du coup, il y en a 3 qui sont partis, parce qu'ils voulaient comprendre. Et le noir, il est resté avec moi. Et à la fin de la semaine, le noir, il a descendu la piste noire. Enfin, là, il n'y a pas de jeu de mots. J'ai pas fait exprès. Hein. Mais lui, il a descendu la piste noire, les skis parallèles. Et les autres, à la fin de la semaine, ils avaient même un niveau inférieur que le premier jour. Parce qu'ils voulaient comprendre. Donc, je me suis rendu compte que la tête qui réfléchit, c'est vraiment pas le meilleur guide. Hein. Et qu'il y a une sagesse à l'intérieur. Moi, au début, j'appelais ça la sagesse naturelle. Donc après, j'ai découvert que c'est intelligence extraordinaire, mais au début, j'appelais ça la sagesse naturelle, qui, elle, sait plein de choses. À l'intérieur de nous, ça sait plein de choses. C'est beaucoup plus connaissant que ce qu'on imagine. Ça a beaucoup plus de capacité que ce qu'on imagine. Mais on ne laisse pas la liberté à ça, parce qu'il y a une tête qui pense et qui croit que pour arriver de A à B, de A à C, il faut passer par B, puis il faut faire telle étape, il faut faire ci, puis il faut faire ça, et puis qui pense que pour faire une conférence, il faut tout préparer de A à Z, pour rien oublier de dire, et puis qui pense plein de trucs, et puis qui pense sur comment ça fonctionne la vie, puis comment il faut faire pour les relations, puis ça pense à plein de trucs. Et on est tout le temps en train de penser la vie au lieu de la vivre. Et notre pensée, on l'utilise pour des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec la vie, quoi.
On utilise nos pensées pour juger, pour interpréter, pour exiger des tas de trucs, pour vouloir ci, pas vouloir ça, pour le pouvoir, pour obtenir ci, pour obtenir la reconnaissance. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Notre pensée nous amène à contrôler notre vie le plus possible pour éviter le plus possible d'être blessé et obtenir le plus possible de choses en étant le moins perturbé possible ou le moins dérangé possible. Ouais, mais j'ai écrit une chanson, moi, j'ai dit, si la vie était faite pour être confortable, ça se serait depuis longtemps, ça se saurait depuis longtemps. La vie, elle n'est pas faite pour être confortable, quoi. C'est pas le but du jeu. Donc, cette intelligence, j'ai découvert que dans Conversation avec Dieu, c'était ça. Elle s'appelait Dieu. Au début, je l'appelais l'intelligence. Je ne savais pas que Dieu, c'était ça. En fait, c'est tout simple. Quand j'ai lu Conversation avec Dieu, je dis, donc c'est possible de parler avec Dieu. Donc moi, ni une ni deux, je pose une question à Dieu, ça me répond. J'ai pris une peur. Quand j'ai vu la réponse, je dis, waouh. C'est qu'après, quand tu poses la question, tu ne peux pas faire comme si tu n'avais pas entendu la réponse. Hein. Et si tu poses des questions précises, je peux t'assurer que les réponses, elles sont précises aussi. Hein. Et alors là, des fois, c'est pas très agréable, hein, parce que cette intelligence, elle voit tout, et elle est pas dupe, et elle te rate pas. Hein. Donc au début, j'ai commencé à poser des questions, je trouvais ça chouette, mais au bout d'un moment, je me suis calmé. Je dis, pas trop ça. Et il y a des périodes comme ça où je veux pas trop savoir. Je préfère continuer un peu dans le brouillard. Mais... c'est vachement engageant quand même. Après, à un moment donné dans la vie, je me suis dit, hop, maintenant je vais écouter, je vais davantage suivre ce que ça me dit, plutôt que de vouloir faire des tas de trucs, je me mets au service de ça, puis vas-y. Ah oui, à un moment donné, c'est ça qui s'est passé. C'est que je travaillais comme thérapeute, mais moi j'habitais en montagne, donc dans ces fameuses montagnes-là, loin de Grenoble. Mais quand tu étais thérapeute, tout le monde avait un cabinet. Mais moi, j'avais pas de cabinet en montagne. Qu'est-ce qui va venir, hein, 80 km. Et puis, donc je faisais des week-ends, des trucs comme ça. Mais il y avait toujours cette pression qu'il faut gagner de l'argent, tout ça. Ça me prenait la tête. Alors, j'ai essayé d'avoir un cabinet à Grenoble. Mais c'était un bazar de mettre tout ça en œuvre. À un moment donné, j'en avais marre que ça me prenne la tête, cette histoire. J'en avais tellement marre qu'à un moment donné, j'ai dit à Dieu, bon, j'en ai marre. Moi, je veux plus m'embêter avec toute cette histoire. Je fais tout le travail que tu me donnes. Je vais y mettre tout mon cœur. Je peux t'assurer que je ferai le mieux possible tout le travail que tu me donnes, mais le reste, je m'en occupe plus. Moi, j'ai pas besoin de te dire ce dont j'ai besoin, tu le sais très bien. Donc, maintenant, je m'en occupe plus. Et moi, je fais tout le travail que tu me donnes et le reste... Et j'ai commencé à vivre comme ça. Au début, c'était facile parce qu'il m'a donné du travail qui payait. Alors, ça allait bien. À un moment donné, il m'a donné du travail qui payait pas. Bon, la première fois, c'était pas trop dangereux parce que je me suis retrouvé chez un ami qui voulait absolument apprendre à faire le jardin. Moi, je me débrouillais bien. Ça faisait pas mal d'années que je faisais du jardin, en permaculture et tout, donc je me débrouillais pas mal. Et je lui dis, bon, ok, je viens habiter chez toi pendant 1 an, tu me nourris, tu me loges. Donc pendant 1 an, j'ai rien eu à dépenser parce que j'étais pris en charge. Donc c'était pas trop engageant, quoi. Mais enfin, pas trop, à ce niveau-là. Sauf que ce copain-là, la ferme, j'étais chez ses parents. Et lui, il vous voyait ses parents. Et il n'avait jamais rien dit à son père. Jamais il s'était opposé à quoi que ce soit. Il est toujours super docile. Moi, je suis là-dedans, je suis arrivé comme un éléphant dans un jeu de quilles. Hein. Parce que le paternel, il n'a pas supporté le jardin qu'on faisait. Lui, il faisait le jardin à la française, quoi. Pas un pet d'herbe, des poireaux tous les 20 cm, et puis il faut pas qu'il y ait d'herbe, parce que sinon ça lui bouffe tout ce qu'il y a dans le sol. Enfin, ça marche pas comme ça le jardin, hein, non plus, mais bon. Moi, j'avais fait un jardin, c'était une vraie forêt vierge. Tout était mélangé, ça poussait de tous les côtés, il n'y avait pas un pet de terre, il n'y avait rien qui n'était pas utilisé, quoi. Parce que c'était une terre drainante, et il fallait retenir l'eau. Donc pour retenir l'eau, il fallait mettre plein de plantes, il fallait pas en enlever. Donc il ne comprenait pas ce que je faisais, et ça l'énervait au plus haut point. Il était toujours en train de râler, de faire des trucs, et puis des fois, viens là, il faut que je te parle. Puis il était tout plein de colère. Puis moi, je lui disais, oh, je viendrai te parler quand tu seras calmé. Hein. Puis je m'en allais. Oh, personne ne lui avait dit ça. Jamais.
Mais le truc, c'est que mon copain, il a commencé à répondre. Après, ouais, depuis que t'es là, il me répond. Il n'avait jamais fait ça. Toujours est-il que c'était vraiment pas facile. Et au bout d'un mois, je voulais m'en aller. Parce que je trouvais ça vraiment difficile. Hein. Et ça me dit, alors j'écoute à l'intérieur, ça me dit, tu restes. Oh merde alors. Vous voulez pas. Mais après, c'était pas au bout d'un mois, c'était au bout de 3 semaines que je voulais m'en aller. J'écoute, tu restes. Oh non, franchement. Après, au bout de 15 jours, je voulais m'en aller. Non, tu restes. Oh. Parce que j'ai demandé quand même. Mais ça me disait non, tu restes. Et moi, j'étais pas d'accord. Je trouvais ça vraiment dur, quoi. Bon, j'étais là depuis septembre. Mi-décembre, je suis parti. J'en pouvais plus. C'était trop, quoi. Un rapport avec les parents, là. Au bout de 3 semaines que j'étais parti, retourne. Oh non! Je suis retourné. Ben ouais. À partir du moment où tu choisis d'écouter cette voix, je peux pas faire comme si tu voulais pas l'écouter, quoi. Si ça me dit retourne. Donc, j'y suis allé. Et j'ai fait toute l'année. Et en fait, ce que j'ai appris, enfin, je m'en suis rendu compte, hein, c'était qu'il avait eu un frère qui était décédé. Et lui, il était venu après, donc il avait pris la place du frère. Il était tout investi de... Enfin, vous imaginez, quoi. De ce tête qui était parti avant. Et moi, là-dedans, quand je suis arrivé, j'étais plus âgé que lui, je me suis retrouvé à prendre la place du frère. Mais moi, j'étais pas docile, hein. Moi, le paternel qui veut me contrôler, puis qui veut pas que je fasse ci, qui veut que je fasse ça, j'étais pas du... Moi, j'ai déjà fait tout un travail avec ma famille, c'est pas pour aller pour m'écraser devant quelqu'un. Et puis, donc, moi, je tenais tête. Et puis, un jour, il m'a dit, moi, j'ai pas d'ego. Avec cette énergie, hein. J'ai dit, ouais, il y a qu'un ego pour dire un truc pareil, hein. Moi, j'ai pas d'ego. Il y a que l'ego qui peut dire ça. Jamais un maître, il va dire ça. Tu verras jamais un maître dire j'ai pas d'ego. Enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens. Il y a que l'ego pour dire un truc pareil. Quand quelqu'un vous dit j'ai pas d'ego, fuyez. C'est pas bon signe, hein. Toujours est-il qu'en fait, c'était tout un travail de guérison qui se faisait à travers moi, quoi. Et moi, depuis le début, en fait, je me suis rendu... Depuis le début de ma vie, j'ai cette nature de... Comment on va dire, d'enclencher des systèmes, des processus de guérison, quoi. Au début, je faisais vraiment pas exprès, hein. J'avais l'art de mettre les pieds dans le plat, de dire ce qu'il fallait pas dire, de faire ce qu'il fallait pas faire. Dès qu'il y avait un truc à pas dire, tu pouvais être sûr que j'allais le sortir. Et s'il fallait pas faire quelque chose, tu pouvais être sûr que j'allais le faire. J'étais comme un môme, quoi. Tout ce qu'il fallait pas dire, pas faire, je le faisais. Et j'avais l'art de poser les mauvaises questions. Donc j'en ai pris plein la tête, hein. Et moi, je me disais, mais putain, pourquoi je suis pas comme tout le monde aussi bête, quoi. Je trouvais que c'était pas un cadeau, cette intelligence, quoi. Je captais plein de trucs, mais je trouvais que c'était pas un cadeau, quoi. Ça faisait comme emmener des emmerdes tout le temps. Ouais, je comprenais pas comment ça marchait. Après, je suis devenu thérapeute et je me suis rendu compte que cet art que j'avais de mettre les pieds dans le plat, en fait, c'était une force inouïe. C'est que je captais plein de trucs. J'entendais ce que les gens pensaient, enfin, je captais ce que les gens pensaient, je captais des choses qui n'étaient pas dites à l'intérieur, les non-dits. Vu que j'avais vécu dans le non-dit, je captais plein de trucs. À 11 ans, j'avais compris que mon père, il était comme il était parce qu'il était né dans cette famille puis qu'il avait vécu ce qu'il avait vécu et qu'il ne pouvait pas faire autrement, quoi. Donc il était imbuvable, il était chiant, il était vraiment pas agréable du tout. C'était pas mon père en plus, c'était mon beau-père, mais ça je le savais pas. Et moi j'avais compris qu'il pouvait pas faire autrement. J'avais 11 ans. J'avais comme ça... mais je le savais pas à ce moment-là, quoi. Donc ça m'a amené beaucoup de difficultés. Mais en même temps, je me suis rendu compte plus tard que c'était toute une force, c'était toute une nature que je connaissais pas et qui œuvrait à travers ça et que petit à petit j'ai appris à connaître, quoi, et à pouvoir ensuite m'ajuster pour être plus conscient de ce que je disais, ce que je faisais. Et je me suis rendu compte que les traumatismes, alors, c'est un cadeau en fait. C'est nos maîtres. Chaque traumatisme, chaque blessure, c'est un de nos maîtres. C'est un maître parmi tant d'autres qui existent à l'intérieur. Un maître, c'est quoi son rôle? C'est de t'initier à. Et chaque blessure,
Chaque traumatisme, il est là pour nous initier à. Chaque épreuve de la vie, elle est là pour nous initier à. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous amener dans un système, dans un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que si tout ce que j'ai vécu, tous les traumatismes, toutes les blessures, toutes les épreuves qui m'arrivent dans la vie, si je les vis comme un apprentissage, je grandis en sagesse. Qui veut dire je grandis en amour, qui veut dire je grandis en conscience, qui veut dire je grandis en paix. Tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est à tel point que j'ai eu l'occasion de voir, dans une vision comme ça, un peu subtile, que chaque blessure, c'est un cristal intérieur. C'est-à-dire que c'est un Christ à l'intérieur, qui est dans une gangue, dans une coque de protection, de blindé, quoi, pour pas que ça, on le ressente. Parce que quand on met ça dans l'inconscience, on crée une prison, quoi, autour de ça, pour pas ressentir ce que ça fait, parce que c'est insupportable. Et bien, à l'intérieur de toutes les blessures, c'est un cristal intérieur, c'est un Christ à l'intérieur. Et que si je me permets de rencontrer ça en face, et que je descends au cœur de ça, le Christ à l'intérieur de ça se révèle. Et je rencontre le Christ à l'intérieur. C'est un jeu, mais il y a vraiment cette dimension. Donc, et tout ça, ce sont des maîtres. C'est pas là pour nous emmerder. C'est pas là pour nous mettre minables. C'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est là pour nous initier, pour grandir en conscience, en sagesse, en amour. Si chaque chose que je prends, je le vis comme ça, la vie devient un terrain d'apprentissage phénoménal. Donc tout ce que je partage, je l'ai appris comme ça, à l'école buissonnaire de la vie, quoi. Parce que j'ai fait des formations, mais là où j'ai le plus appris, c'est dans toutes ces situations. Je me suis rendu compte que à l'intérieur, il n'y avait rien qui était grave, quoi. Alors, un enfant qui est blessé, qui vient d'être blessé, qu'est-ce qu'il a besoin pour traverser ça tout de suite? De quoi il a besoin? Hein? La présence. Rassurer. Attention. Sécurité. Amour. Hein? Contact. Qu'est-ce que c'est tout ça? Tout ça, c'est juste... La présence, c'est quoi? La présence, c'est de la conscience et de l'amour. Un enfant qui vient d'être blessé, si tu viens en présence, c'est-à-dire juste en étant dans cette conscience et dans cet amour qui accueille tout et cette conscience qui voit tout, l'enfant, il traverse. Il traverse très très vite. Très très vite. Moi, je me suis rendu compte que les enfants pouvaient traverser des processus que les adultes mettent 30 ans. Eux, en 2 minutes. J'étais à l'école, je me suis retrouvé instit. Toujours en suivant cette voie, je me suis retrouvé instit. J'ai jamais fait aucune formation d'instit. J'ai aucun diplôme d'instituteur. Je me suis retrouvé instituteur en école de montagne. Et directeur de l'école. En plus. Et payé par l'éducation nationale. C'est en France, hein. J'étais pas au Maroc, hein, ou je sais où. Hein. J'ai été instit, directeur d'école, payé par l'éducation nationale alors que j'ai aucune formation et que j'ai aucun diplôme. Eh ben, ça s'est arrivé. En France. Pourquoi cette intelligence-là, elle est libre de toutes nos lois. Quand quelque chose doit se vivre, elle n'en a rien à fiche de nos lois. Totalement. Les trucs impossibles, ça pose pas de problème. Et ça a fonctionné. Hein. Eh ben, le vendredi, c'était une petite école de montagne, donc les parents, ils faisaient le ménage. Et comme ils voulaient pas faire le ménage pendant le week-end, ils avaient décidé que le vendredi après-midi, c'était ménage. Donc il m'a dit, le vendredi après-midi, tu t'en iras dehors avec les enfants. Bon, d'accord, moi ça m'allait bien d'aller dehors, j'aime bien dehors. Alors. Ok, donc avec les enfants, le vendredi après-midi, on partait. Et je me suis dit, j'ai inventé un truc, ça s'appelait l'aventure. Il y avait 3 règles. 1, on décide tous ensemble de la direction qu'on prend à chaque fois qu'il y a un croisement. 2, on reste toujours tous ensemble. Et 3, on passe pas 2 fois au même endroit. C'est là où l'aventure, elle réside. Pas 2 fois dans la même journée, hein, pas 2 fois sur plusieurs mois, hein, 2 fois dans la même journée. C'est-à-dire qu'on ne prend pas 2 fois au même endroit. Et donc, je partais à l'aventure avec les enfants. Donc, il y a des fois, en 3 heures d'après-midi, on faisait 300 mètres. Il se passait tellement de choses que on faisait quasiment rien de trajet, quoi. Une autre fois, on sort de l'école et il voit la neige là-haut.
sur les sommets. Il y avait 800 mètres de dénivelé. On va à la neige. Tout le monde, oui, on va à la neige, on va. Bon, d'accord. Oh, je savais très bien qu'on serait jamais rentré à 4h30. Hein. Je suis rentré à 7h du soir. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Oh, les parents. Mais bon, ça faisait plusieurs fois que je faisais des aventures. Ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance. Mais quand même, ils flippaient. Hein. Ils se demandaient bien ce qui s'était passé. Après, quand je suis revenu, je leur ai dit, ils ont voulu monter à la neige. Et puis, ils savaient c'était quoi le principe, quoi. Donc, ils se sont inclinés. Mais sur le moment, quand on est rentré à 7h. Et une autre fois, il y a une petite fille, il y a des bus, vous savez, dans les montagnes, il y a des bus. Enfin, des bus, c'est des trucs gros en béton qui traversent sous la route pour que l'eau puisse s'écouler de l'amont vers l'aval. De façon à ce que ça dégrade pas les routes, quoi. Donc, en montagne, régulièrement, tous les 100 ou 200 mètres, il y a des bus qui traversent comme ça la route pour que l'eau puisse passer. Et là, il y a un gars, il y a les enfants, ils voient ça, ils disent, hop, je vais traverser par là. Et tous les enfants, ils se mettent à traverser la bus, à traverser là. Du coup, ils ont fait toutes les buses qu'il y avait entre le village et le pont. Toutes les buses, ils ont voulu faire. Sauf qu'elles ne sont pas toutes la même dimension. La deuxième, elle était beaucoup plus étroite. Et là, il y a une petite fille, elle rentre là-dedans, et bam, elle se met à pleurer, à crier et tout. Et moi, je capte tout de suite, parce que j'ai bien capté que les bus, c'est la naissance, quoi. C'est le passage. Et je me suis dit, bon, elle est en plein. J'ai tout de suite capté qu'elle était en plein processus de naissance. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé de l'autre côté de la buse et je l'ai accompagnée comme un parent qui disait, viens, t'es attendu sur la terre, on t'aime, viens, on a envie de te voir. Je l'ai accompagnée exactement comme ça, avec ces mots-là. Elle a traversé la buse, elle est ressortie complètement éclatée. Et c'est elle qui a embarqué tout le monde à faire toutes les buses jusqu'en bas. Elles ont fait toutes les buses. Je raconte cette histoire à des adultes, j'étais en stage de clown, j'animais des stages de clown. Je raconte cette histoire à des adultes. Oh, comme par hasard, il y avait une buse juste à côté de là où je racontais cette histoire. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une de deux, ils ont voulu traverser la buse. Sauf que c'était des adultes. Hein. Je peux vous dire que... Eh ben, ça a été un sacré passage pour celle qui s'est lancée. Parce qu'au bout d'un moment, elle était coincée. Et puis là, il n'y a pas des questions d'aller en arrière. Hein. Et tu fais ton passage jusqu'au bout. C'était beau. Et ben la guérison avec les enfants, ça marche comme ça. Plein de fois, je me suis rendu compte que des fois, les enfants, ils pétaient un câble. Mais je ne sais pas pourquoi, quoi. Tout allait bien, puis d'un seul coup, poum, il y en a un qui pète un câble, qui se met à s'énerver, qui se fait frapper la tête contre les murs. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, dans ma tête, je regardais l'heure, et après, je parlais avec les parents. Je dis, il s'est passé quoi à 10h30, là? Rien. Il ne s'est rien passé. Vous n'êtes pas engueulé, ou je ne sais quoi, vous avez appris une mauvaise nouvelle. Et quand je posais des questions un peu plus précises, à chaque fois, il s'était passé un truc fort, quoi, émotionnel. Et bien, les enfants qui étaient à distance, instantanément, ils réagissaient. Et donc, j'ai travaillé avec les parents là-dessus parce que j'ai remarqué que les enfants, instantanément, ils réagissaient à tout ce qui se passait dans la famille au moment même où ça se passait. Et aussi, les enfants réagissaient à tout ce que les parents avaient dans la tête par rapport à la vie, par rapport à eux, etc. Cette même petite fille, elle avait un frère jumeau. Elle était passée, elle avait fait le passage, l'autre césarienne. Et ben j'ai parlé avec la maman sur tout ça, parce qu'elle se sentait coupable. Et j'ai dit, tu sais, un enfant qui vient, il n'y a pas deux enfants qui viennent avec le même bagage. Hein. Ils viennent avec toute une histoire, ils ont des tas de croyances. Ils viennent pas neutres comme ça, ils sont pas tout vierges. Hein. Ils viennent avec des mémoires qui sont des maîtres pour cette vie-ci. Et donc, ça a une influence sur la façon dont les choses vont se dérouler. Et il fallait que ça se passe comme ça par lui. Il n'était pas capable de faire le passage. C'est pas de ta faute. C'est pas de toi, puisque la première, elle est passée. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Si le premier est passé, le deuxième peut passer. C'est juste qu'il avait besoin que ça se passe comme ça, quoi. Donc, le simple fait que je parle avec la mère, qu'elle se déculpabilise, ça a changé complètement l'énergie chez le garçon. Juste ça. Parce qu'elle avait mis en place tout un système de pensée comme quoi elle était coupable et que c'était sa faute et que c'était à cause d'elle si ça allait pas. Et quand j'ai parlé comme ça a tout dégonflé ce truc-là et ça a complètement changé la relation sans qu'il y ait rien, hein. Mais instantanément, le garçon, lui, était dans un autre espace, quoi, parce qu'il n'y avait pas tout ça, toute cette culpabilité qui le...
l'enfermait total, quoi. Quand on est dans le ventre de la mère, on capte tout. Enfin, je dis on, parce que vous êtes passé aussi dans le ventre de votre mère, hein. Donc vous êtes comme moi. Vous avez capté tout ce qui s'était passé avant, tout ce qui se vivait, tout ce qui se disait chez la mère, chez le père, chez tous les gens qui étaient autour. Vous avez tout capté. Tout est enregistré. On se rappelle de rien, mais ça ne veut pas dire que c'est pas enregistré, hein. Moi, j'ai retrouvé plein de choses comme ça que je ne savais pas, qui étaient dans mes mémoires, que j'avais aucune idée, quoi, que je pouvais pas savoir. Je les ai retrouvés de l'intérieur. Une fois, je fais un travail sur mon père. Qu'est-ce que j'ai hérité? Quelle est la vérité, fausse vérité fondamentale que j'ai héritée de mon père et de ma mère? Donc on fait un travail sur la mère, ensuite sur le père. Et moi, je me retrouve dans la vie intra-utérine et je capte qu'il s'est passé un événement grave. Que mon père a vécu un événement grave. Et dans ma compréhension, je capte qu'il était à la guerre d'Algérie et qu'il y a un truc. Donc moi, ce que je capte, c'est qu'un enfant a été tué. Je ne sais pas si c'est lui qui a tué l'enfant ou si c'est un pote à lui, il était à côté, qui a tué l'enfant. Mais je suis sûr que c'est ça. Et ce que j'ai hérité de lui, c'était toute la charge émotionnelle et mentale qui s'est installée sur cet événement. Parce que lui, il m'a conçu, il n'était pas majeur. Son frère aîné avait refusé qu'il se passe quoi que ce soit avec ma mère. Et à ce moment-là, il savait que ma mère attendait un enfant. Et à ce moment-là, il a conscientisé que j'existais. Et qu'il était papa. Mais que c'était foutu. Et en plus de l'événement, il y a eu toute cette charge où il se rendait compte qu'il était papa, où il prenait conscience qu'il était papa, qu'il avait un fils, mais que c'était foutu, quoi, qu'il ne pouvait pas être le père. Et moi, à distance, j'ai capté tout ça, enfant. Et c'est ça qui me marquait le plus de mon père. Donc un jour, je suis allé le voir, je lui ai parlé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à la guerre d'Algérie? Il me dit rien. J'ai dit, si. Il s'est passé un truc très grave, et tu as pris conscience que tu étais papa, que tu avais un fils, et que tu ne pouvais pas le voir. Comment tu sais ça? Je dis, je l'ai retrouvé à l'intérieur. Ça m'a marqué. C'était enregistré à l'intérieur de moi. Je te le dirai pas. Moi, je m'en fiche qu'ils me le disent pas, parce qu'en disant ça, il m'a confirmé qu'il s'était passé quelque chose. Et moi, je sais très bien que c'est parce qu'un enfant a été tué. Donc, je sais pas s'il était le meurtrier ou si c'était son copain. Ça, je le sais pas. Mais c'est pas bien important, quoi. Toujours est-il qu'à travers cette expérience, je me suis rendu compte qu'on a tout à l'intérieur. On a toutes les réponses. Et si j'écoute cette sagesse intérieure, si je lui fais confiance, quand je suis dans une difficulté, cette sagesse-là, qu'est-ce qu'elle va faire, cette intelligence? Elle va m'amener à regarder ça en face. Pas à fuir, pas à créer des stratégies, pas à vouloir contrôler l'affaire. Elle va me demander d'être pleinement en face, de regarder en face tout ce qui se passe, tout ce que je ressens, comme émotion, comme pensée, comme sentiment, comme sensation physique. Ça m'amène dedans, en plein cœur. C'est intense, hein? Mais c'est là qu'est la sortie, c'est là qu'est la guérison. Parce que quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? J'amène la conscience qui voit. Et j'amène l'amour, parce qu'à partir du moment où j'accepte qu'il y ait ça, et que je l'accueille, et que je l'écoute, forcément c'est de l'amour qui fait ça, c'est une présence qui fait ça, et donc c'est de l'amour. Donc j'amène la conscience et l'amour à l'intérieur de ça, et c'est là que ça ouvre. Et c'est là que la guérison peut se faire. C'est là que je peux sortir des mécaniques émotionnelles et mentales qui se sont greffées sur tout ça. Parce que chaque fois qu'il y a une mémoire comme ça, il y a une espèce de vérité qui s'est incrustée dans nos croyances, et une décision aussi. En même temps qu'une vérité, il y a aussi une décision qui s'est incrustée. Je vous donne un exemple. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur dans ma vie intra-utérine, ce qui m'a le plus choqué, c'était que j'étais conscient, que je captais tout ce qui se passait, que personne ne me voyait. L'inconscience du monde autour, quand je suis dans le ventre de la mère, pour moi, ça a été le choc le plus terrible, quoi. C'est où je suis tombé, quoi. Personne capte que je suis là, personne capte que je capte tout. Ça a été un choc terrible, quoi. Et moi, sur cette base, c'était je pouvais pas, c'était comme inacceptable, quoi. C'était tellement
violent comme choc que j'ai pas pu, je pouvais pas rester présent à ça. Je suis barré. Je suis barré. J'étais plus là. J'étais un corps, mais j'étais pas là. J'ai jamais été là dans ma vie d'enfant. Jamais. Je suis barré. Où j'étais. Je suis revenu une fois à 3 ans. Je suis redescendu dans mon corps. Quand je dis je suis redescendu, c'est la conscience que je suis redescendue dans le corps. J'avais 3 ans, je me rappelle bien. Hein. J'étais au bord de la rivière, le Drac. D'un seul coup, j'étais dans mon corps, je regarde, je dis ça c'est ma mère, ça c'est mon frère. J'ai regardé comme ça, 10 secondes, pfft, je suis reparti. Insupportable de revivre. C'était pas supportable de vivre tout dans ce truc-là. Donc j'ai été absent des années. J'étais pas dans mon corps. J'étais relié, mais j'étais pas dans mon corps. J'étais pas là. La conscience que je suis n'était pas là, n'était pas dans le corps. On vadrouille. Maintenant, je vadrouille tout le temps. Et ben, je sais plus pourquoi je disais ça. J'ai suivi un fil et puis là, hop, c'est où la suite? Ah oui, c'est ça. Donc dans tout mon processus, après je me suis rendu compte que quand j'accepte de regarder en face tout ce que ça ressent, tout ce que ça pense, toutes les émotions, que j'accepte de les ressentir, de les sentir avec intensité, et ben, ce qui se passe, c'est que je retrouve dessous quelque chose de bien particulier. Beaucoup de gens pensent que quand il y a des blessures très profondes, c'est comme un puits sans fond. Il y a plein de gens qui racontent ça en thérapie. Je ne veux pas aller là-dedans parce que c'est un puits sans fond. Si je descends là-dedans, je ne vais jamais remonter, je vais devenir fou, je m'en sortirai jamais. Eh bien non, il n'y a aucun puits sans fond. Aucune blessure ne se pose sur rien. Il n'y a pas une blessure qui est posée sur rien, sur un puits sans fond. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est blessé? Qu'est-ce qui est heurté? C'est pas votre identité. Non. Ce qui est heurté, c'est la nature de ce que vous êtes et qui se manifeste. Pour les uns, ça va être la pureté. Donc c'est la pureté qui est blessée. Pour l'autre, c'est l'innocence. Pour l'autre, c'est la spontanéité. Pour l'autre, ça va être l'amour. Pour l'autre, c'est toutes sortes de qualités de l'être. C'est ça qui est, boum, qui est heurté. Et à partir de là, il y a comme une vérité sur le monde qui s'engramme. Moi, le fait d'arriver dans ce monde d'inconscience, je dis je peux compter sur personne. C'était ça ma vérité, c'est que dans ce monde-là, on peut compter sur personne. Et du coup, la décision qui va avec, c'est pas que je décide avec mon mental, quoi. C'est comme un chemin de vie qui se dessine, comme une direction de vie qui se dessine, qui est comme une espèce de loi. Voilà, c'est comme une loi. Il y a la croyance, puis il y a une loi qui se greffe là-dessus. Et la loi que j'avais, moi, c'est je me débrouille tout seul. Parce que je peux compter sur personne, donc je vais me débrouiller tout seul. Donc toute ma vie, j'ai vécu là-dedans. Avec le fait que je peux compter sur personne et que je me débrouille tout seul. Bon, l'avantage, c'est que il a bien fallu que je trouve un chemin, et ça m'a permis de rencontrer cette intelligence et de me rendre compte que cette intelligence pouvait me guider et m'aider à guérir plein de trucs. Que si je l'écoutais, elle me mettait tout en face. Et il n'y a rien à faire pour faire un travail sur soi. Il n'y a rien à faire pour guérir. Rien du tout. Rien. C'est pas la peine de faire des plans sur la comète, de penser qu'il faut que je fasse ci, telle formation ou tel truc pour guérir. Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien. La vie vous présente à chaque instant la meilleure chose dont vous avez besoin pour grandir. C'est pas dans les... Ça vous est présenté tous les jours. Il y a quelqu'un qui vous insulte, eh ben, c'est là le chemin pour guérir. Ça te fait quoi d'être insulté? Ah, c'est dégueulasse. Une fois, j'étais marié, ma femme, elle m'insultait. Elle me disait des horreurs, mais c'était même pas vrai en plus. Elle racontait que des conneries. Il n'y avait rien de vrai. Mais c'était horrible ce qu'elle disait. Alors moi, vu que je faisais tout ce travail, je demande à cette intelligence, quelle est la réponse? Dis merci. Oh ben non. Je vais pas lui dire merci. Oh. Elle dit que des horreurs. Elle dit que des trucs faux. Pourquoi je dirais merci? Alors elle continuait. Et moi je recommence. Qu'est-ce que ça me demande? Dis merci. Oh non, merde alors.
1 demi-heure, j'ai mis. 1 demi-heure, j'ai pas voulu dire merci. J'étais pas d'accord du tout, quoi. À la fin, comme ça me disait tout le temps, dis merci, et puis que ça s'arrêtait pas, c'était un vrai moulin à horreur. L'autre, c'était un vrai moulin à horreur. C'était vraiment violent. Au bout d'un moment, alors, je dis merci, mais pas du bout des lèvres, parce que je n'ai pas parlé. Hein. Donc, j'ai dit merci du bout de la pensée. Pour vous dire que c'était vraiment un tout petit merci. Hein. Tout petit, hein. J'étais pas vraiment d'accord. Hein. Mais bon, comme il fallait dire merci, j'ai dit merci. Je fais merci. Non, mais comme ça, merci. C'est dingue. Ouais. Au moment où je dis merci, c'est comme si on y avait coupé le sifflet. Elle s'est arrêtée net. Boum. Comme s'il n'y avait plus de son. Elle s'est arrêtée net. Et elle n'a plus rien dit. Je dis, waouh. Si juste un petit merci du bout de la pensée, ça fait tel effet. Qu'est-ce que ça fait si je dis de vrais merci? J'étais impressionné, là. Parce que c'était tellement incroyable qu'au moment où je dis merci, l'autre, net. Ça faisait 1 demi-heure qu'elle n'arrêtait pas, et au moment où je dis merci, boum, terminé, plus rien. Hein? Quoi? Ah non? Non, j'ai rien dit. Non, mais je t'aidais pas encore là. Hein. Pour l'instant, j'ai capté simplement avec un tout petit bout de merci, ça faisait déjà un tel effet. Donc j'ai noté. J'ai pris note. J'ai pris note que c'était magique. J'étais pas prêt pour aller... chaque chose en son temps, il faut d'abord digérer ça. Hein. Parce que faire l'étape du merci alors que l'autre te dit que des horreurs qui sont pas vraies, c'était pas évident. Hein. J'ai accepté de dire merci. Et cette nuit, je me suis réveillé, elle me disait, tu vois, elle était là pour que tu apprennes à te défaire de cet orgueil. Ouais, ça, je l'ai entendu cette nuit, je l'avais pas entendu avant. Hein. Si, j'avais capté, mais pas aussi clairement, quoi. Qu'elle était là exprès, en service. Vous voyez? Vous comprenez ça? Elle était au service de mon âme pour que mon âme puisse se défaire de cet orgueil d'homme qui veut tout contrôler et puis qui veut que les choses soient justes. Et ce problème, c'était la justice, quoi. Je supporte pas l'injustice. Un point phénoménal. Hein. Que si je vois un film où les gens sont injustes et odieux, ça me mettait dans un état. J'aurais sauté dans le film pour écrabouiller les autres. Tellement je trouvais ça. Ça me mettait dans un état, l'injustice. Bon, c'est juste au service. Ça revient à ce qu'on disait ce matin. Là. Chaque âme est à notre service. Dans les constellations familiales, celui qui assassine, il fait partie du système familial. Celui qui viole, il fait partie du système familial. Et la loi, c'est que tout système tend à l'équilibre. Et que quand il y a une dimension dans le système qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas accueillie, qui est mis sous silence, il y a quelqu'un, inévitablement, qui va manifester des tas de choses en lien avec cette histoire, parce qu'il y a besoin que cette dimension de la famille soit intégrée dans la famille. Et comme tous les systèmes tendent à l'équilibre, dès qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui va se manifester, un des enfants va manifester quelque chose pour que le système familial revienne dans l'équilibre. S'il n'y a aucun travail de conscience, ça dure des générations comme ça se passe la balle, mais dès qu'il y en a un qui fait un travail de conscience, tout ça c'est défait. Et la famille, pour retrouver un équilibre et dénouer des tas de trucs, simplement par le fait de reconnaître ce qui est, quoi. Et quand je dis quand on passe dans le ventre de la mère, on capte tout ce qui se passe, toutes les mémoires sont entendues, perçues. Un bébé qui a été fausse couche, c'est perçu. Avortement, c'est perçu. Le bébé qui s'en vient dans un ventre où il y a un avortement, il n'est pas sûr de sortir. Donc, il flippe. C'est un enfant qui aura peur. Parce qu'il n'est pas sûr que la vie va continuer. Il y a un danger. Et puis s'il y a des lois qui sont liées à cet avortement, qu'il y a des trucs de famille, tu peux pas faire confiance à ci, tu peux pas faire confiance comme ça, tu peux pas faire confiance aux hommes. De toute façon, quand tu fais un bébé, les hommes s'en vont. Enfin, il y a toutes sortes de lois comme ça qui sont intégrées dans la vie intra-utérine par les enfants. Parce que les parents, on a tous des lois comme ça, comme j'ai raconté. On a des mémoires au cours desquelles il y a des croyances et des lois. C'est deux choses différentes. Hein.
Et ça, tout le monde l'a. Et on n'est pas né avec des éveillés. Donc, forcément, on a un paquet de croyances qu'on a pris avec le wagon, avec les nôtres, parce qu'il n'y a pas de hasard, ça correspond, et puis des lois avec lesquelles on vit comme ça. Jusqu'à temps qu'on fasse un travail de conscience pour voir comment ça se passe. Donc, si je ne fais pas un travail spirituel, si je ne fais pas ce travail de connaissance de soi, où je me rends compte que ce que je suis, c'est pas ce que je pense être, hein, ce que je suis, ça n'a rien à voir avec ce que je crois être ou ce que je pense être. Pour savoir qui je suis, c'est simple. Enfin, où on dit je suis un homme, je suis grand, je suis français, je suis doué pour ci, pas doué pour ça, tac, 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 tac. Tout ce qu'on met après je suis, ça s'appelle la personnalité. Ça, c'est la personnalité. Quand on fait du développement personnel, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire évoluer la personnalité pour qu'elle soit plus fine, plus harmonieuse, plus en paix, plus adaptée au monde tel qu'il est. Ça, c'est la personnalité. Mais la personnalité, elle est alitée. C'est une personne alitée. Elle est malade. Toutes les définitions qu'on a de nous-mêmes sont malades. Ils sont malades, pourquoi? Parce qu'il y a des tas de blessures, il y a des tas de trucs à l'intérieur de tout ça. C'est pas en paix du tout, c'est pas serein. Donc, tant qu'on développe la personnalité, on est à l'intérieur de ce monde alité, quoi, malade. Et la paix, la sérénité, la joie, c'est pas là-dedans qu'on va la trouver. Jamais. Encore moins dehors. Hein. Une fois, je balade. Il y avait une tente. Puis, il y avait une fille dedans. Elle était dans la tente. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, j'attends l'homme idéal. Ah bon? Je m'en vais plus loin. Il y avait une autre tente. Et là, il y avait un mec. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'attends la femme idéale. Je dis, bah, ces deux-là, ils vont pas se rencontrer. Hein. Quand vous êtes dans la tente, c'est-à-dire que vous attendez de... Vous avez compris? Il y en a qui captent, là. Quand vous êtes dans la tente, vous campez sur vos positions. Vous campez sur vos croyances, vous campez sur vos exigences, sur vos plein de trucs. C'est le bordel. Comment, physiquement, comment elle peut rencontrer l'homme idéal s'il passe à côté de la tente? Elle ne le voit même pas. Elle ne le voit même pas. L'homme, il passe et il voit une tente, lui, puis il continue. Oui, il faut sortir de la tente pour rencontrer l'autre qui s'en vient. Si vous êtes dans la tente, qui vous voulez rencontrer? C'est pas possible, quoi. Vous le voyez pas. Je dis un truc simple, c'est une image, mais c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Hein. Quand tu es dans la tente, tu peux pas voir qui t'as en face. Si tu es dans l'exigence, tu peux pas voir qui t'as en face. Si tu es dans le jugement, tu peux pas voir qui t'as en face. Dès qu'on définit l'autre à partir de nos miasmes, il n'y a aucune chance qu'on rencontre l'autre. Aucune. On fait que rencontrer des images, toutes sortes d'affaires, mais rien, pas l'autre. Des illusions. Donc ce travail de connaissance de soi, il est indispensable du travail thérapeutique. Quoi. C'est impossible de faire l'un sans l'autre. Ça, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais moi c'est mon histoire. Enfin, je vous partage ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Moi, je vous témoigne ce que j'ai appris. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ça ne m'appartient pas. Il y a un sage qui disait, dans la vie, il était québécois, lui. Il y a 3 sortes d'affaires. Ta vie intérieure, c'est ton affaire. La vie de l'autre, c'est son affaire. Ça t'appartient, ça ne te regarde pas. Et la vie du monde, alors là, c'est pas ton affaire, ni celle de l'autre, c'est l'affaire de Dieu. Vous n'avez pas à vous en occuper du tout, du tout, du tout. La vie du monde ne nous regarde absolument pas. On ne comprend pas le monde, comment il fonctionne. On n'a aucune vision de comment ça fonctionne vraiment. On a une idée. On se fait plein de films sur comment ça fonctionne et sur comment il faudrait faire changer les choses. Tout ça, c'est toutes des vérités auxquelles on croit, mais il n'y a rien qui est la vraie vérité. Il n'y a rien qui est ancré dans la connaissance de comment ça fonctionne, de ce que c'est qu'un être humain. Nous, on fait toute une affaire parce qu'il y a des meurtres et puis qu'il y a des violences et tout ça. Vous croyez que Dieu il est impressionné par ça? Vous croyez que Dieu il est impressionné parce qu'il y a des morts? La mort n'existe pas à ses yeux. Où est le problème? C'est nous qui en faisons toute une affaire. Mais quand on change de corps, c'est quoi? On change de chemise, c'est tout.
Tu es dans un corps, pof, tu t'en vas dans un autre. Tu as changé de chemise. Tu as changé d'enveloppe. Mais ce que tu es, ça n'a pas disparu. Donc Dieu, lui, il sait très bien qui on est. Il ne va pas être impressionné par la mort. C'est rien. C'est juste, ah, ouais, c'est pas grave, on a enlevé ce corps-là, je vais en donner un autre. Vous réfléchissez des fois comme ça? Comment Dieu voit les choses? Lui, il n'est pas impressionné, lui, par tout ça. La souffrance, il n'est pas impressionné. Il sait bien qu'est-ce que vous êtes. Il sait bien que ce que vous êtes, ça n'a rien à voir avec la souffrance. Vous connaissez la différence entre la souffrance et puis la douleur? Par exemple, oui, c'est ça. Si je prends un bâton puis je lui casse la jambe, ping! Bon, il y a une grosse douleur, hein. Forcément, ça fait mal. Hein. Voilà, il y a une douleur. Mais lui, derrière, il va me dire, ah, Abel, t'es vraiment une pourriture. Maintenant, comment je vais faire pour faire le festival? Je suis obligé d'aller à l'hôpital, je peux plus être là. Patata, patata. Et il va commencer à dire plein de trucs. Et puis, je vais pas pouvoir partir en voyage. Et puis, ci, et puis ça. Tout ça, c'est la souffrance. Tout ce qu'on va raconter sur l'événement, ça nous amène dans la souffrance. La douleur en elle-même, c'est juste un coup. Mais, nous, de ce coup-là, on en fait des pataquès pendant des vies et des vies, des fois. En se plaignant, en étant en colère, on met en œuvre toutes sortes de choses autour de ça. Et ça, c'est la souffrance. Mais c'est nous qui nous racontons ça. C'est le monde que nous créons à partir d'un événement qui n'est une douleur qu'à un moment donné. Après, la douleur, elle s'estompe. Même si je lui casse la jambe. 2 minutes. Ça passe vite, hein? Bon, voilà, j'ai fini. Hein? Des fois? Ah, ça va, ça va. Des fois, ça s'arrête tout seul de parler, mais là, il y a une intervention extérieure qui... Des fois, à un moment donné, j'ai plus rien à dire. Je dis, bon, ben, j'ai plus rien à dire. Voilà. Donc, une question, c'est tout. Qui? Allez. On choisit la question. Attends, on choisit la question la plus pertinente. Hein. Qui c'est la plus pertinente? C'est pas une question, c'est juste pour... La douleur est un douleur. Oui, Ah, tout le monde connaît. Enfin, ceux qui aiment la langue des oiseaux. Ah, je vais faire en gros, hein. Pourquoi Abel? Pourquoi Abel? Ah non, mais ça prend 10 minutes. Je peux pas, il me reste que 2. C'est pas possible. Ouais, on fait une maintenant. Tu peux pas résumer ça en 1 minute. Eh non, je peux pas résumer ça en 1 minute. Sinon, vous allez rater toute la magie de l'histoire. Ouais, non. On prendra un moment hein, si on peut. Il faut appuyer. C'est bien. Moi, je voulais juste dire merci pour cette super présentation. Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations, dont une qui est vitale pour moi, je crois, c'est lâcher le mental pour descendre dans le cœur, le moment présent, pour être connecté à ce plus grand que soi, qui s'appelle Dieu, la source, l'univers, dans toutes les traditions, depuis toujours. Sauf que, je vais juste... Tu peux pas lâcher le mental. Qui c'est qui va lâcher le mental? Il n'y a que le mental qui a cette idée-là. Ah. Le mental, il a compris un truc, je vais lâcher le mental. Ça marche pas. La pensée, le mental, il est fait pour penser, pour donner des tas d'idées. Ton travail, c'est ça. Le juge, il est fait pour juger, c'est son travail. L'exigence, elle est faite pour exiger, c'est son travail. La peur, elle est faite pour avoir peur, c'est son travail. Vous pouvez pas enlever ça. La seule différence que tu peux faire, c'est d'avoir conscience de ça. Quand tu as conscience de ce que c'est que la peur, eh ben, elle t'impressionne plus. Ton mental, si tu le regardes en face puis que tu vois que c'est qu'un mental qui cause et qui raconte des tas de conneries, ben, il t'impressionne plus. Tu peux pas le faire taire, mais tu n'es pas obligé de l'écouter. C'est comme j'ai une amie qui disait, une éveillée danoise qui disait, tout ça, c'est des trains qui passent. Tu n'es pas obligé de monter dedans. Mais quand tu montes dedans, ben, tu vas à destination. Ben ouais.
Donc, si tu montes dans le train de la souffrance, bah, tu peux être sûr que tu vas... Puis si tu vas dans le train de l'attente, bah, tu peux être sûr que tu vas attendre un bout de temps. Puis toutes sortes de choses comme ça. Dernière question, parce que Anselme va prendre le relais dans quelques instants. Hein? Mais non, mais la vie, elle est indestructible. La vie est indestructible. La vie est indestructible. La vie est indestructible. La vie est éternelle. Elle existera tout le temps. Elle peut changer de forme. Mais la vie ne peut pas disparaître, c'est impossible. La vie, c'est Dieu. C'est un synonyme de Dieu, vie. Ça vit tout le temps. C'est éternel. La vie ne peut pas disparaître. Et des formes de vie peuvent disparaître. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres formes qui vont prendre. C'est juste... C'est comme les brins d'herbe, quoi. Dans une prairie, il y a des millions de brins d'herbe, mais il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Est-ce qu'il y a un brin d'herbe? Il y a un brin d'herbe qui va dire ah, moi je suis tout petit, j'ai pas de chance, tata. Il va se faire toute une misère parce qu'il n'est pas le même brin d'herbe que les autres. Ils sont tous différents, où est le problème? C'est comme les feuilles dans un arbre, il n'y en a pas deux pareilles. S'il y en a une qui commence à se plaindre parce qu'elle est différente des autres, elle est mal barrée, quoi. Eh bien, la vie, c'est pareil. Il y a des tas de formes de vie, c'est comme les vagues. Tu as des tas de vagues différentes. Il n'y a pas deux vagues qui sont pareilles, mais nous, on se prend pour des vagues. Moi, je suis une vague. Je viens de l'océan Atlantique. Père. Je suis né aux États-Unis. Père. Et puis toutes sortes d'affaires. Sauf que la vague, c'est quoi? C'est que de l'eau. La vague, elle disparaît, et l'eau, elle est toujours là. Et bien la vie, c'est pareil. Nous, on est une forme de vie. Quand la forme disparaît, la vie, elle reste. On est on est l'océan de la vie. Les maîtres, ils prennent cet exemple de la vague, parce que ça met bien en évidence que la vague, elle dit, ah, t'as vu cette vague-là, elle m'aime bien, elle est venue vers moi et tout. Puis l'autre, t'as vu celle-là, elle m'a rentré dedans. On se fait des tas d'histoires de vagues, quoi. Et nous, on est comme des vagues, et on se fait des tas d'histoires de vagues. Et on pense que tout le monde, c'est que de la vague, quoi. On n'imagine même pas qu'il y a autre chose que les vagues. Et en plus, on pense qu'on est peut-être les seuls êtres intelligents de tout l'univers. Nous, une simple petite vague de tout l'univers. Et nous, on habite une toute petite planète, dans un tout petit système solaire, il est tout petit notre Soleil, hein, dans une toute petite galaxie, dans un amas de galaxies, qui lui-même, alors qu'il y a des milliers d'amas de galaxies, oh, franchement, et on est la seule intelligence dans l'univers. Ça n'a pas de sens. La vie, elle ne peut pas disparaître, mais les formes de vie peuvent disparaître. C'est pas grave. C'est pas notre affaire. Bien sûr, c'est sûr, on veut se battre. Ouais, mais quand tu prends ce combat-là en œuvre, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu dédies ta vie à quoi? C'est tout, hein? Où ça t'emmène? Si ça t'emmène à te connaître, parfait. Si ça t'emmène à passer à côté de qui tu es, alors là, c'est dommage. Il n'y a aucune action qui est inappropriée, du moment qu'elle nous amène à nous connaître. Dans toutes les traditions religieuses, il y a un être qui était la pire des horreurs et puis qui est devenu un des plus grands éveillés. Chez les chrétiens, c'est Saint Paul. Il tuait les Romains. Il était romain et tuait les chrétiens. Il a rencontré le Christ, il est devenu Saint Paul. Chez les bouddhistes, c'est Milarepa. Milarepa, il a utilisé ses pouvoirs, il est déjà bien avancé, hein, il a utilisé ses pouvoirs psychiques pour faire une avalanche sur son village parce qu'ils avaient fait chier sa mère. C'est devenu l'être le plus éveillé derrière Bouddha, Milarepa. Hein. Chez les hindouistes, c'est Valmiki. Lui, c'était un bandit. Il trucidait les gens pour leur piquer l'argent. Il rencontre un maître qui lui dit « Moi, je suis d'accord de te donner mon argent si ta femme, elle prend 10% de ton karma. » Il ne dit « Pas de problème, je vais voir ma femme. » Sa femme, elle dit « Il va me donner tout l'argent qu'il a si tu prends 10% de mon karma. » Et la mère, elle dit « Ah non, il est hors de question que je prenne 10% de ton karma. C'est toi qui choisis de vivre comme ça, de nous nourrir en volant et en trucidant et en volant les gens. Moi, je ne prends même pas 0,0001% de ton karma. » Donc, il revient vers le maître et il dit « Elle n'a pas voulu. Qu'est-ce que je peux faire pour m'éveiller? »
Et tu t'assois là et tu répètes Mara. Ça veut dire voleur. Alors il s'assoit sur le bord du chemin, il répète Mara, 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 Mara. Sauf que Mara, 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 ça fait Rama, 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 Rama. Rama, c'est le nom de Dieu. Et ce sage, il revient des années après et il voit une fourmilière qui brille. Il enlève et dessous, il y a Valmiki. C'était devenu le plus grand éveillé alors que c'était un voleur qui tuait les gens. Dans toutes les traditions, il y a un être qui a tué et qui est devenu un éveillé dans la même vie. Et sans compter toutes les histoires des gens qui ont été dans les camps de concentration et qui ont vécu des éveils extraordinaires et qui ont fait un travail extraordinaire de sagesse et d'amour dans les camps de concentration en sachant très bien qu'ils allaient être condamnés. Comme Roger, hein. Roger, il a été dans des situations incroyables. Et quand tu lis sa vie, c'est incroyable, quoi. Et de ce qu'il en a fait, on a tous cette possibilité-là. Mais c'est pas notre capacité de personne. C'est ce que l'on est au fond, cette intelligence-là, elle peut nous guider à faire que tout ce que l'on vit, ça devienne une œuvre d'art, que ça devienne quelque chose de magique, de majestueux. C'est possible pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'ait pas cette capacité parce que tout le monde est la vie et tout le monde est cette grandeur-là, tout le monde est cette intelligence. Donc c'est possible pour tout le monde. Chacune de vos vies peut devenir quelque chose d'extraordinaire, de magique, de majestueux. Grandis, ose, grandiose, grandis, ose. Bon, j'ai fini. Tu vois ? Fallait en arriver là, ouais.